Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment traiter l'usinage en sous-phase 10A de la pointe de reprise avec GipsCam. Alors voilà les différentes étapes que je vous propose. Tout d'abord, nous allons positionner le repère dans SolidWorks, puis importer le modèle parasolide dans GipsCam. Ensuite, par une autre méthode, nous allons étudier comment ouvrir un fichier SolidWorks directement dans GipsCam. Puis ensuite, voilà les étapes qui vont permettre de réaliser la FAO, la simulation d'usinage de cette pièce. Donc on va définir la machine et le brut. Puis ensuite, quelques fonctionnalités diverses, palette de vue, options d'affichage. Nous allons voir comment utiliser la palette géométrique, la définition des outils et des processus. Ensuite, la simulation de l'usinage et l'obtention enfin du programme ISO par post-process. Alors pour ce qui est de notre pièce, voilà, elle est déjà ouverte. On se rappelle que dans les manipulations précédentes, on avait modélisé la pièce avec des configurations d'affichage. Eh bien, nous allons justement utiliser les configurations pour exporter la pièce. Alors, la première méthode va être en fait de positionner directement un système de référence sur la pièce. Donc, par insertion, géométrie de référence, système de coordonnées, par défaut, en fait, on va avoir le système de coordonnées qui se positionne sur l'origine. Donc ici, dans l'arbre de création, j'ai bien l'origine qui avait été faite ici. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours ajouter un point par la fonction esquisse et sélectionner ce point. Voilà. Alors on remarque dans ce cas-là que les axes X et Z ne sont pas bien orientés. Pour réorienter l'axe Z, je vais cliquer sur la case axe Z, sur un diamètre, et là, j'ai mon système de référence qui est correctement orienté, donc je valide. Voilà, donc mon système de coordonnées ici est correct. Je vais aller enregistrer en format parasolide. Donc parasolide, c'est un format neutre, voilà, qui se trouve ici. Donc l'extension c'est X_T, voilà, tiré du bas. Je valide, et surtout dans les options, je pense à bien valider le système de coordonnées. Sinon, par défaut, il va m'exporter la pièce avec le système de coordonnées de l'origine, donc qui n'était pas bien orienté. J'enregistre. Je vais maintenant dans GipCam. Je peux soit faire fichier ouvrir. Je vous conseille la méthode suivante, c'est de choisir d'abord par document la machine qui correspond à l'usinage que nous allons réaliser. Donc dans ce cas, nous avons un tour 2 axes horizontal, donc bien sélectionner la machine tour 2 axes horizontal, et seulement ouvrir dans le format parasolide, voilà, ouvrir la pointe de reprise. Voilà. Alors, on peut remarquer deux choses. Premièrement, que le système de coordonnées donc, est bien orienté. Et deuxièmement, qu'on a bien la pièce dans l'état phase 10A à l'issue de la phase. Alors, le brut est représenté ici par ce cylindre. Donc, le brut est automatiquement défini par les dimensions maxi de la pièce. Alors, je peux réadapter, toujours dans Document, les dimensions du brut, en mettant par exemple 1 mm devant et 1 mm derrière. Voilà. Alors l'autre méthode, je vais fermer ce fichier sans enregistrer. L'autre méthode va consister à ouvrir directement le fichier SolidWorks. Donc on peut choisir ici SolidWorks. Alors je crois que j'ai les deux possibilités. Alors c'est un petit peu plus long. Ça dépend de la capacité. Ah non, c'est rapide. Voilà, et vous voyez qu'en ouvrant le fichier SolidWorks, eh bien, par défaut, le repère est calé sur l'origine. Alors, fort heureusement, on avait modélisé la pièce en mettant l'origine ici. Bon, c'était un peu prémédité, mais le problème ici, c'est que la pièce est mal orientée. Alors, la méthode pour réorienter la pièce va être, je me remets dans le plan XZ, voilà, de modifier
avec une rotation 2D, je vais modifier dans le sens horaire l'orientation de la pièce. Alors là, bien sûr, j'étais pas dans le sens horaire, vu que je n'étais pas face, voilà, à mon plan XZ. Donc là, la pièce est bien orientée. Alors vous voyez qu'avec ma souris, en cliquant sur la roulette, je peux modifier l'orientation de la pièce. J'en profite pour vous présenter la palette de vue, voilà, qu'on peut placer où on veut, hein. Voilà, donc moi je la mets en haut à droite, et je peux donc positionner mes vues de pièces, vues isométriques, etc. Je peux agir sur les zooms. Bon, je vous laisse découvrir tout ça. On remarque avec cette méthode que même si on a tourné la pièce, le brut n'est pas bien défini. Donc, comme avant, je retourne ici dans l'onglet espace de travail. Je vais définir le diamètre. En Z+, je vais laisser 1 mm de surépaisseur. Voilà. Et en Z-, moins 61. Voilà. Alors, ici, j'annule le zoom, c'est-à-dire qu'en fait, la pièce apparaît de façon optimale par rapport à mon espace ici de travail, ma surface de travail. Alors, nous en sommes à la 3e étape. Nous avons défini la machine et le brut, 4e étape, et maintenant, nous allons voir donc diverses fonctionnalités. Alors, la palette de vue, je viens d'en parler. Il est important aussi ici de noter un certain nombre d'options d'affichage. Donc si vous voulez afficher les géométries ou non. Voilà. Les cotations, il n'y a pas de cotation. On peut également cacher ou montrer le système de coordonnées, etc. Et surtout, ce qui me paraît important, ce sont ces deux icônes-là qui vont permettre en fait de sectionner le premier, soit la pièce, soit des faces de la pièce. On verra ultérieurement à quoi ça peut servir. Et également sélectionner les arêtes ou non. Voilà. Alors pour extraire la géométrie de cette pièce, je peux utiliser le 3e icône qui est là et qui s'appelle coupe du plan. Alors en activant cette icône, je vois que en fait on a l'intersection entre le plan et le modèle volumique de la pièce. Et donc je vais récupérer cette surface. Donc je clique dessus et avec un clic droit, je vais extraire le profil. Je fais créer. Voilà. Et donc j'ai récupéré le profil. Alors maintenant je peux désactiver cette coupe du plan. Et je peux aussi ranger ou stocker mon modèle 3D. Donc par un double clic, j'ai une fenêtre qui apparaît qui s'appelle le stock à modèle. Donc le stock à modèle, c'est bien pratique, puisque lorsqu'on a un modèle numérique avec plusieurs pièces, un montage d'usinage par exemple, eh bien on va pouvoir libérer un petit peu l'espace de travail des modèles 3D. Voilà, donc je ferme mon stock à modèle. Ensuite, je vais donc alors bien sûr si je veux récupérer ma pièce, j'ai stock à modèle ici et à tout moment je déstocke par un double clic mon modèle volumique. Alors j'obtiens ce profil-là. Bon, moi ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est une demi-vue. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelques fonctionnalités de la palette géométrique. Donc j'active la palette géométrique. Voilà. Et on va donc sélectionner donc avec CTRL différents segments qui ne m'intéressent pas puisque je travaille sur une demi-vue. Voilà. Et je vais tout simplement les supprimer avec la touche supprime du clavier. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître à ce moment-là? Je vois apparaître un certain nombre de points. Alors là aussi, je vais pouvoir les sélectionner par un Shift. Donc vous voyez, quand j'appuie sur Shift, j'ai une petite croix qui apparaît et je peux sélectionner plusieurs entités à la fois et les supprimer. Donc je vais sélectionner mes points, voilà, qui ne me servent plus à rien. Et maintenant, je vais créer
une ligne que je vais positionner ici pour fermer le contour. Alors au préalable, je vais juste créer le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire à l'origine. Voilà, bon, on ne le voit pas trop, il est caché. Je reviens en arrière. Et je peux à ce moment-là créer donc une ligne. Alors juste, vous voyez qu'on peut créer des points, des lignes, des cercles, etc. Donc des formes de gravage, on verra ça plus tard, ou des profils quelconques. Je vais aller dans ligne, et là, je peux avoir plusieurs possibilités pour créer mes lignes. Je vais prendre la deuxième possibilité qui s'appelle angle et point. Donc je vais définir un point et un angle. Donc une fois que la case est activée, je sélectionne mon point. Donc c'est le point 1. Et je vais saisir un angle. Donc ici on a un angle de 0 degré. Je valide. Voilà. Alors on peut remarquer que pour l'instant le profil n'est pas fermé, puisque j'ai des lignes jaunes. Ce qui apparaît en bleu, ce sont donc c'est un profil, des entités géométriques qui sont dites connectées. Donc pour connecter, en fait, vous voyez qu'ici j'ai pas la main. Ben forcément, il va falloir que je sélectionne mes entités géométriques 2 à 2. Donc je sélectionne deux lignes avec CTRL et à ce moment-là, je peux connecter. Donc là, j'ai un petit carré bleu qui apparaît. De la même façon, je vais sélectionner mes deux entités ici et connecter. Voilà. Donc là, je peux travailler à partir d'un profil complètement fermé. Donc tant qu'il vous reste du jaune, la partie graphique n'est pas exploitable. Il faut vraiment avoir un contour fermé pour pouvoir travailler. Alors maintenant que la définition de la géométrie a été faite, nous allons pouvoir démarrer par la définition des outils, puis des usinages. Donc je clique sur liste cas outils, puis sur usinage. Alors les outils vont s'afficher ici. Voilà. Donc on peut voir que je peux en mettre un certain nombre. D'accord, c'est en général, donc on a des tourelles qui ne comportent pas plus de 40 outils pour le Puma, donc on a largement de quoi faire. Et je vais commencer par définir mon premier outil de tournage. Alors vous avez vu que là j'ai masqué volontairement le fraisage pour avoir accès qu'aux outils de tournage. Pour choisir l'outil de tournage, je vais me référer à la fiche technique et notamment je vais copier donc la désignation plaquette et je vais pouvoir donc aller faire une recherche. En général, le premier lien correspond donc au site Sandvik Coromant. Et donc, j'accède à la page catalogue. Alors, je vais pouvoir vérifier que ce que j'enseigne ici correspond à des caractéristiques de la plaquette. Donc, on a notamment l'angle de plaquette, le rayon de bec, la longueur d'arête, le cercle inscrit et l'épaisseur de plaquette. Donc ici, je choisis une plaquette à 80 degrés, le rayon de pointe à 0,8, le diamètre inscrit à 9,52 et l'épaisseur à 3,17. Alors je peux vérifier effectivement que ces données correspondent aux données catalogue. Le rayon de bec est à 0,794, donc 0,8. Le diamètre inscrit ici, on va retrouver la valeur ici, 9,52. Et enfin l'épaisseur ici, S, on va retrouver la valeur ici à 3,175. Donc c'est bien ce qui est indiqué là. Donc on peut remarquer que dans les menus déroulants, on a des valeurs qui sont prédéfinies déjà en fonction de la norme sur la géométrie des plaquettes. On va pouvoir choisir l'orientation de la plaquette, donc en fonction d'une autre outil, de la tourelle avant-arrière, etc. Donc on va se mettre dans cette configuration. On vérifie bien que le correcteur correspond au numéro d'outil, donc outil 1, correcteur 1. Ici, on a mis une dépouille de 3 degrés par rapport à la verticale. Et on va s'assurer qu'on est dans la bonne configuration. Pour ceci, nous allons afficher le porte-outil. Alors, menu déroulant, porte-outil.
afficher le porte-outil. Si je me mets sur la position en avant, vous voyez que mon outil est inversé. Voilà, donc bien entendu, il faut que je voie la plaquette. Donc je vais mettre sur inversé. Voilà. Je peux par la même occasion préciser la constitution de ma plaquette d'outillage qui est une plaquette en carbure revêtue. Voilà, j'ai défini mon premier outil. Je vais aller dans la case 3 pour mon outil 3. Et de la même façon, je vais aller voir ma fiche technique d'outillage. Je vais pouvoir consulter donc le catalogue Sandvik pour me rendre compte qu'en fait, j'ai donc une plaquette à 55 degrés, rayon 0,4, diamètre inscrit, alors, je ne me rappelle plus exactement, donc on va faire la même opération, copier ici, on va tomber sur la page du catalogue correspondant donc à cette plaquette. Voilà, on retrouve bien nos 55 degrés. Le diamètre inscrit, donc c'est la valeur que j'ai oublié, c'est 9,52. Voilà, donc comme précédemment. Et l'épaisseur, alors il me semble qu'elle ne correspond pas tout à fait. S est à 4,76. Voilà, bon, on va laisser 3,97. Il y a assez peu d'incidence sur l'issue de l'usinage. Voilà, donc la configuration de mon outil est correcte. Je ferme cette page. Et donc je vais activer l'usinage. Alors, première opération, nous allons commencer par un dressage. Comme toute pièce de tournage, en général, on commence par un dressage. Je vais pouvoir régler mes processus d'usinage ici. Je double-clique ici. Et de la même façon, j'ai masqué mes opérations de fraisage et j'ai accès aux opérations de tournage. Donc on va prendre un cycle d'ébauche avec l'outil 1. Alors pour un dressage, nous allons choisir face avant. Ici, nous allons régler des valeurs. Pour savoir à quoi correspondent donc ces valeurs, je peux faire CTRL B en me mettant sur la case et j'obtiens des renseignements sur ces valeurs. Donc ici par exemple, c'est la valeur du diamètre d'approche en rapide. Cette position est utilisée comme point de départ du tournage ou de la plongée. Donc sachant que il faut que j'arrive au-dessus de la pièce, je mets un peu plus de 30. Et là, pareil pour le dégagement de sortie. Alors je refais CTRL B pour annuler cette fonction. Et là, je mets en fait la position de la matière, donc c'est-à-dire 1 mm. Je peux régler la profondeur de coupe et les paramètres de coupe qui sont déjà réglés. Alors, où je trouve ces valeurs? Je les trouve bien entendu dans la fiche technique d'outillage. Donc à chaque outil vont correspondre un certain nombre de valeurs de conditions de coupe. Donc notamment la vitesse de coupe. Ici, l'avance en millimètres par tour, la valeur de la passe et la rotation, fréquence de rotation maxi. Donc j'ai renseigné ces valeurs ici. Alors ici, je suis en vitesse de coupe constante. Très important. D'accord. Donc ici, j'indique la vitesse de coupe et non pas la fréquence de rotation. Je n'oublie pas de mettre ici une surépaisseur d'usinage, à moins que je fasse le dressage avec le seul outil 1. Voilà. Ensuite, pour la sélection des surfaces, eh bien, je vais sélectionner cette arête. Et là, je vais voir apparaître ce qu'on appelle des marqueurs d'usinage. Alors, les marqueurs d'usinage, je vais avoir donc, tout d'abord, les ronds vont permettre de positionner l'outil, donc position extérieure. La flèche, le sens d'usinage, donc on va choisir flèche vers le bas. Ensuite, les marqueurs, donc, pour le rond blanc, on va pouvoir positionner le début de l'usinage. Et le rond noir, la fin de l'usinage. Voilà. Alors moi, je vais toujours légèrement plus bas, puisque si on se met à 0, on a le rayon de plaquette, et il va rester donc un petit excédent de matière. Les rectangles vont désigner
l'élément géométrique. Donc comme c'est le même élément, je n'y touche pas. Et pour créer le processus, je vais faire créer ici, ou alors en déplaçant ma fenêtre, je retrouve le bouton ici. Voilà. Je peux fermer la fenêtre. Voilà. Et je vois que mon processus, ici, s'est créé. Alors on va dire que ça, c'est la liste des processus temporaires. Et ici, ce sont les processus définitifs. Donc c'est ceux-ci qui vont être traités dans l'opération de post-process, c'est-à-dire la transformation des informations de GIPSCAM vers un programme ISO. Ensuite, je désélectionne pour ne pas écraser les valeurs que j'ai mis dans ce processus. Et je vais donc procéder de la même façon. Donc à l'ébauche. Donc voilà. Je peux refaire la même opération, double-clic, ébauche avec l'outil 1. Cette fois-ci, je vais choisir diamètre extérieur. Alors, dans un premier temps, je vous demande d'accepter les paramètres qui sont là. Vous pouvez aussi, comme précédemment, faire CTRL B pour avoir la valeur, l'explication pour ces valeurs-là, c'est-à-dire ici, diamètre d'approche, position de la matière. Au niveau des paramètres de coupe, on a gardé les mêmes paramètres de coupe, sauf que là, comme il y aura une finition, on va mettre une surépaisseur de finition de 0,2 mm. Maintenant, il va s'agir de désigner le premier élément usiné, c'est-à-dire le chanfrein. Avec le rectangle noir, je vais désigner le dernier élément usiné sur le profil. Et avec les ronds, je vais désigner la position d'entrée, la position de sortie. Je vérifie que la flèche bleue est dans le bon sens et que le rond ici désigne la position de l'outil, donc à l'extérieur. Ceci étant fait, je crée mon processus. Donc je vois bien en trait continu ici la dernière passe. Je vois bien en pointillé les différentes passes de l'usinage. Et je peux remarquer le décalage ici qui correspond à mon rayon de bec de 0,8. Enfin, dernière opération, je vais pouvoir... Alors, pardon, ici, j'efface ce processus et je vais prendre un processus de contour pour faire la finition avec mon outil de finition numéro 3. Donc, de la même façon, ici, je choisis diamètre extérieur. La position ici n'a pas changé, 31. Je vais mettre tout à 0 dans ces cases et je vais préciser les conditions de coupe avec ici une avance de 8 centièmes. Je vérifie bien dans ma fiche technique d'outillage que les valeurs correspondent. Donc ici, l'avance par tour est bien de 8 centièmes. Je positionne mes marqueurs comme précédemment. Alors j'ai un petit souci d'affichage. Rectangle noir ici. Rond noir ici. Et rond blanc ici. Je valide. Et j'ai donc mon processus de finition. Je peux fermer ces fenêtres, je peux effacer ici. Voilà, et donc je vais retrouver mes trois opérations ici qui vont être ultérieurement transformées en code ISO. Alors nous allons passer maintenant à la partie simulation. Donc une fois que nos processus ont été paramétrés, donc à tout instant nous pouvons voir les distances d'approche, nous pouvons voir les parcours outils. Alors pour modifier une distance d'approche, nous pouvons aussi aller dans Documents, et ici on peut faire un dégagement auto. À ce moment-là, il faudra recréer toutes les opérations. Donc pour ceci, nous pouvons aller dans Éditer, recréer toutes les opérations. Voilà, donc on voit bien qu'en fait les points d'approche ont été modifiés. Alors c'est une valeur qui est automatique, bien entendu. On a la possibilité
de mettre les valeurs qu'on veut. Donc je vais mettre 35 Z5 et je vais recréer les opérations, voilà, de manière à optimiser les déplacements. Alors voyons maintenant en simulation ce que ça donne. On va tout d'abord voir les simulations d'opérations. Nous verrons dans des vidéos ultérieures à quoi servent les autres types de simulations. Donc nous allons cliquer sur Hop Sim. Et ici donc j'ai une barre d'outils qui apparaît. Voilà. Je vais pouvoir donc ici afficher le porte-outil. Je vais mettre ma pièce en isométrique. La vitesse du curseur, je la mets au minimum. Et je vais donc lancer ici ma simulation. Donc je vois bien le dressage. Ensuite, je vais avoir l'opération d'ébauche. Et on va pouvoir remarquer que lorsque je clique sur cette case, donc troisième processus de finition qui se met en jaune, les surfaces qui vont apparaître vont également se mettre en jaune. Donc fin du processus d'ébauche. Accélère un petit peu. Et enfin, la finition. Alors, dernière chose pour éditer le programme. Donc nous choisissons post-processeur. Dans la fenêtre post-processeur, ici, nous allons renseigner les différentes informations nécessaires. Donc ici, nous allons sélectionner le post-processeur. Donc post-processeur est un fichier. Il va falloir chercher dans... Alors, voilà, pointe de reprise, GipsCam, PostPro. Alors le post-processeur va correspondre à la machine. Donc on va prendre du NUM 1060T comme tournage. Et ici nous allons définir, alors de la même façon, je vais retrouver mon dossier, pointe de reprise, voilà, et je vais l'appeler par un numéro. Alors on avait donné le numéro 5100, donc redonnons le même numéro, j'enregistre. Je peux soit sélectionner des opérations, alors ici c'est pas le cas, je vais décocher cette case de manière à avoir tout le programme d'usinage. Le numéro du programme, eh ben, je vais remettre donc 5100. Mes blocs vont être numérotés de 10 en 10. Voilà, je décoche cette case. Je vais insérer des commentaires, éventuellement des arrêts optionnels, ça c'est pas trop nécessaire. Ici, je vais pouvoir observer et je clique sur exécuter. Voilà, le programme a été édité, donc voilà le programme. Je peux le retrouver bien entendu si je vais donc dans pointe de reprise, voilà, et je le retrouve ici en NCF. Alors bien entendu, je vais l'ouvrir avec, je ne retrouve plus, ouvrir. Alors normalement je l'ouvre avec bloc-notes, voilà, et je retrouve donc mon programme d'usinage. Voilà, donc les opérations, bah, je vais trouver ici le dressage, opération 2, l'ébauche, et enfin l'opération 3 avec l'outil 3, la finition. Voilà, donc nous avons passé en revue toute la procédure pour réaliser l'usinage GipsCam.